Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Vous venez de suivre en direct à l'antenne l'entrevue du président de la République avec les membres de la presse nationale dans le cadre de ces rencontres périodiques de ce genre depuis d'ailleurs son investiture à la magistrature suprême. Dessalement d'eau de mer, production nationale, numérisation, exploitation des minerais, l'énergie, le dialogue politique, ça c'était pour les questions intérieures ou encore démocratie, liberté individuelle également. Pour les questions internationales, le président de la République a abordé la tripartite régionale, le panafricanisme, le génocide à Gaza et la cause palestinienne plus généralement et ce qu'elle représente pour nous, les Algériens, la place de l'Algérie en Méditerranée, les relations algéro-italiennes et plus largement européennes ou encore les relations d'Alger avec Washington, des relations stratégiques. On revient donc sur toutes ces questions abordées ce soir par Abdelmajid Tebboune, je vous le disais, avec les membres de la presse nationale, avec nos invités et nos consultants sur le plateau. D'abord, Ahmed Kateb, politologue, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Zine Cherfaoui, journaliste spécialiste des questions politiques et internationales, consultant aussi de Canal Algérie. Bonsoir, Zine Cherfaoui. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Sami Kaidi, également présent, journaliste spécialisé et consultant de Canal Algérie pour les questions politiques et internationales. Bonsoir, Sami. Merci, messieurs, d'être avec nous. On va commencer par tout simplement le commencement. Avec vous, Ahmed Kateb, le dessalement d'eau de mer, il en a été question dès le début de cette entrevue avec la presse nationale. Et le président de la République a finalement exprimé ou a affirmé que cette question de la sécurité hydrique était devenue une question stratégique pour nous, avec notamment l'inauguration de plusieurs stations, grandes stations de dessalement d'eau de mer. Mais ce n'est pas pour autant que la politique de construction des barrages va être abandonnée. Il y a d'ailleurs un programme dans ce sens. Alors le stress hydrique, sortir du stress hydrique devient pour nous une question stratégique, comme je le disais. Elle est stratégique, c'est une priorité nationale, bien évidemment. Comment arriver à combler ce déficit? L'Algérie est parmi les pays au monde qui connaissent un stress hydrique important, lequel stress va en s'accentuant, bien évidemment, à cause des changements climatiques. Donc, comment arriver à un taux, à une couverture de 72% des besoins de notre population en eau potable? Tel est le challenge. On a une politique de création de stations de dessalement. Le président de la République a cité les exemples et surtout, et ça il faut le noter, a cité l'expertise algérienne, oui, l'expertise nouvelle qui fonde justement une école algérienne de dessalement d'eau de mer, ce qui est quelque chose de très positif pour l'avenir, bien évidemment. Il y a également cette politique, l'autre pendant, la poursuite de la construction des barrages. Malgré, en tout cas, dans certaines régions, une pluviométrie très généreuse. Et là, le président de la République a insisté sur la question des grands transferts et de l'interconnexion entre les différents barrages et même avec les stations de dessalement, et ce qui est stratégique. Donc il y a une vision stratégique qui se décline. Et on peut terminer avec l'exploitation des nappes phréatiques et notamment de la nappe albienne. Le chef de l'État l'a cité lorsqu'il a parlé de la coopération avec la Tunisie et la Libye concernant la gestion de la nappe albienne qui est commune entre nos trois pays. Donc on est dans une vision stratégique concernant la sécurité hydrique et qui vient s'imbriquer avec la sécurité alimentaire, etc. Ouais. Alors l'expertise algérienne dans ce sens devient extrêmement stratégique aussi pour avancer dans ces projets, notamment de stations de construction de stations de dessalement d'eau de mer. Oui, elle est stratégique. D'ailleurs, le président de la République a annoncé la construction de 6 autres stations de dessalement d'eau de mer. Là, on anticipe un peu sur l'avenir. Les besoins de l'Algérie en eau vont aller en s'accentuant. Donc,
les besoins, on aura besoin d'eau pour l'économie, on aura besoin d'eau potable aussi pour les populations. Donc là, le président de la République, le gouvernement, donne la preuve qu'il anticipe sur les besoins à venir. Donc, d'où le lancement du chantier, d'un chantier immense, 6 stations de dessalement d'eau de mer, c'est important. Maintenant, comme vient de le dire Ahmed Kateb, il y a une expérience. Les 4 stations inaugurées récemment l'ont été en un temps record, avec une expertise algérienne. 7 mois dans le délai d'exécution de ces stations. Oui, c'est extrêmement important. Et donc d'où justement la mise à profit de cette expérience pour construire donc ces nouvelles stations. On va passer aussi à la sécurité hydrique, qui va un petit peu avec ce qu'on est en train de dire à propos de la sécurité hydrique, la sécurité alimentaire. C'est ce que j'ai dit. La sécurité alimentaire, le président de la République a parlé donc de beaucoup de choses, d'autosuffisance, notamment dans le blé dur par exemple, la disponibilité aussi à un prix maîtrisé du blé tendre, la production agricole qui intéresse aujourd'hui notamment des pays étrangers, comme par exemple le Qatar, qui a exprimé son intérêt pour la qualité des produits agricoles. Globalement, ce qu'on a entendu ce soir, c'est que le secteur agricole se porte plutôt bien, la production agricole se porte plutôt bien, avec le gain de dizaines d'hectares dans qu'on appelle ça, les productions stratégiques. Qu'est-ce qu'on peut en dire ce soir de ce qui a été dit par le président de la République? Eh bien, moi, je retiens que l'Algérie a fait un bond qualitatif ces dernières années. C'est le fruit de la politique ambitieuse qu'a mis en œuvre le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Aujourd'hui, effectivement, l'Algérie produit des quantités beaucoup plus importantes et des quantités beaucoup plus qualitatives. D'ailleurs, vous avez bien rappelé que les partenaires de notre pays, en l'occurrence le Qatar, mais bien d'autres, sont extrêmement satisfaits de cette production. Il y a également de nouveaux partenaires qui investissent massivement dans l'agriculture algérienne. On peut citer en l'occurrence l'Italie avec ce projet assez stratégique de plusieurs centaines de millions d'euros à Timimoun pour la production agricole. Le président de la République a également cité 2 talons d'Achille un peu, ce qui est la production de lait et de viande. Toutefois, des mesures ont été prises. On peut rappeler aussi que le Qatar, comme vous l'avez évoqué il y a quelques minutes, a programmé un investissement assez stratégique avec l'entreprise Baledna pour la production de lait sur plusieurs hectares. Dans le sud du pays également. Et cela, je pense que c'est une première pierre pour régler ces 2 talons d'Achille, donc la viande et la production laitière. Mais il faut rappeler que le président de la République a également salué le rôle de nos agriculteurs qui ne transigent pas et ont permis à ce qu'il y ait un véritable essor de notre agriculture actuellement. D'ailleurs, il suffit de se pencher sur l'actualité pour voir que il n'y a pas une semaine qui passe sans que l'Algérie n'exporte à destination de plusieurs pays, notamment grâce à des technologies nouvelles, notamment des technologies innovantes. D'ailleurs, le président de la République, lors de cet entretien assez fécond, il a rappelé que les agriculteurs ont pris des initiatives et permis donc cet essor. Tout à fait, en achetant par moment eux-mêmes des outils de pointe, ce qui permet finalement de maximiser cette production. Il y a aussi un point qui sort aussi de cet esprit où autrefois l'agriculteur était en attente de l'aide de l'État systématique. Là, il y a des initiatives individuelles. Il prend des initiatives et on voit qu'avec cette prise d'initiative, il y a un essor et un résultat assez appréciable. D'ailleurs, le président de la République rappelle que l'agriculteur a besoin de liberté, a besoin de prendre par lui-même ses initiatives et aujourd'hui, sur le terrain, il y a des résultats probants et concrets. Un autre point aussi qui mérite, qui est assez important, c'est que le président de la République a pris un engagement solennel, effectivement pour le foncier agricole, pour régler définitivement la question du foncier, mais pas que.
il a aussi pris l'engagement que l'Algérie soit autosuffisante en blé dur pour cette année, c'est-à-dire en 2025. Oui, c'est effectivement très, très important. Alors, et pas moins stratégique, compte tenu de l'importance de l'aliment qui est autant stratégique que la sécurité hydrique. Effectivement, il est stratégique pour nous. Alors, Zine Cherfaoui, pour le foncier, justement, là aussi, le président de la République s'est engagé à ce qu'il y ait une solution, finalement, pour cette question. Et on peut parler aussi de connexion avec le secteur de la numérisation. Aujourd'hui, cette question devient aussi stratégique par essence, la numérisation de l'administration globalement, mais pas que, pour les transferts sociaux, pour l'importation selon les besoins, sortir de l'importation anarchique. Tout est numérisation aujourd'hui. Oui, tout est numérisation. Moi, je me souviens, depuis son arrivée au pouvoir, le président Tebboune a fait de la numérisation l'un de ses principaux chevaux de bataille. Oui. Alors, pourquoi la numérisation? La numérisation est importante parce qu'elle permet un gain de temps. La numérisation est importante parce qu'elle permet, comme l'a souligné le chef de l'État, de rationaliser les dépenses du pays. La numérisation est importante également dans le domaine de la lutte contre la spéculation et la corruption. Le président de la République l'a souligné, c'est extrêmement important. Il est important pour un pays de réduire au maximum les niveaux de corruption. Le président de la République a parlé de la nécessité de moraliser la vie publique. Et cela ne peut être fait que par deux aspects, deux choses. Vous avez d'un côté la justice et vous avez de l'autre côté des outils modernes de gouvernance que peut être effectivement la numérisation. Donc aujourd'hui, la numérisation, plusieurs secteurs ont été bénéficiés de la numérisation, mais effectivement, il y a encore d'autres secteurs qui gagneraient à l'être, et le président de la République, je pense qu'à chaque fois qu'il en a l'occasion, il presse les secteurs retardataires pour qu'ils remplissent leur cahier des charges. Il y a un point qui est assez important, c'est que le chef de l'État a mis en exergue l'importance d'avoir des statistiques fiables et exactes, car c'est avec des statistiques exactes que l'on peut, dans un premier temps, comme l'a dit M. Cherfaoui, rationaliser, mais aussi agir en conséquence. C'est-à-dire que voilà, la gestion aussi nécessite d'avoir plus d'informations. De transparence, tout simplement, sortir de l'opacité. Et la statistique est fondamentale, si je puis dire. Il y a aussi une question qui a été abordée ce soir, c'est cet éveil national autour de l'envie de produire et de consommer local. Oui. Et là-dessus, le président de la République dira que c'est un éveil, c'est une conscientisation des Algériens autour de cette question. D'abord parce qu'il y a une disponibilité, une plus grande disponibilité, malgré peut-être certains secteurs qui manquent encore de production. Et là, le président a dit que l'importation n'était pas interdite, hein, notamment pour les pièces détachées. Ça a été évoqué ce soir. Mais cette question de la production nationale et de vouloir consommer et d'être fier finalement de cette production nationale a ses effets sur l'outil de production aujourd'hui en Algérie. Tout à fait, parce que il faut comprendre que la conscientisation est très importante, elle est primordiale pour que l'Algérien ait confiance. Oui. Dans le Made in Algérie. Dans le Made in, ça, c'est très important. À l'époque, tout le monde s'en souvient, on avait deux produits, production algérienne, l'autre importé. On allait pratiquement tout de suite vers l'importé. Pourquoi? Parce qu'il y a des présupposés, il y a un biais. Non, mais il y avait, on peut le dire, la qualité n'était pas toujours en rendez-vous. Aujourd'hui, il y a la qualité, il y a de l'excellence. Le chef de l'État a même parlé de l'excellence. C'est un produit de qualité qui est prisé à l'international, pas uniquement en Afrique ou dans les pays du Golfe, mais également en Europe et en Amérique du Nord. Donc il y a toute une panoplie, toute une nomenclature de produits Made in Algeria qui ont le vent en poupe à l'étranger, à l'international, et cela a redonné confiance dans le producteur algérien, dans ses capacités et même dans peut-être sa vision et sa démarche, la justesse de sa démarche par rapport à l'investissement. Donc ça crée un engouement pour l'investissement et ça crée une dynamique, un cercle vertueux qui permet à l'Algérien d'avoir confiance en soi
et de placer ses produits au mieux à l'international. Et ça, c'est une équation très importante parce qu'elle concerne la psychologie nationale, la psychologie de la nation. Et ça veut dire que l'Algérien a confiance en son pays, a confiance en ses potentialités, et l'État devient un État régulateur parce qu'il garantit la transparence via la numérisation. Ce n'est plus l'État Léviathan, c'est un État régulateur où il y a justice sociale, justice sociale, bonne gouvernance. Et là, on revient aux fondamentaux. Le président de la République l'a souligné, l'État algérien est né de la proclamation du 1er novembre. C'est un État démocratique et social. Ça, c'est très important, et on comprend pourquoi le chef de l'État insiste. Si le produit ne se trouve pas en Algérie, on l'importe pour peu qu'il n'y ait pas de manque ou de pénurie pour le citoyen algérien. Et ça, c'est un niveau de conscientisation très important. Alors, pour arriver... Mais je vais vous poser la question, vous pourrez rebondir justement. C'est un peu dans le même esprit. Pour arriver à cette conscientisation, il a fallu mettre une batterie ou une batterie d'outils ou une logistique économique autour de cet outil de production, notamment les couloirs verts aujourd'hui qui donnent une liberté aussi, une facilité aux exportateurs, aux opérateurs économiques en général de placer leurs produits à l'international. Et c'est donc tout ça qui doit être encore renforcé pour asseoir cette confiance dans le Made in algérien. C'est extrêmement important. Et le président de la République a prononcé quelque chose d'extrêmement important. Il a parlé de la liberté d'entreprendre. Je pense que c'est l'un des rares présidents de la République à comprendre que pour investir dans ce pays, l'opérateur, l'investisseur a besoin de liberté, a besoin d'assurance. Cette assurance, quand on parle par exemple de l'agriculteur, un agriculteur a besoin de savoir combien de temps il va rester sur la terre qu'il loue. Par exemple, le président de la République a fait allusion à la nécessité de donner non seulement la terre à celui qui la travaille, mais aussi de sécuriser celui qui travaille la terre sur une très longue période, donc des concessions sur une longue période. Donc aujourd'hui, il est important que les investisseurs et les opérateurs et une liberté d'entreprendre. Et je crois que le président de la République l'a très bien compris. Et cette dynamique est encouragée aussi par la mise en place d'une batterie de mesures qui sont destinées non seulement à améliorer, à augmenter la production, mais également aussi à encourager l'acte d'exporter ou tout simplement l'exportation. Sami Kaidi, plus largement, la question de l'exploitation des minerais, c'est aussi un secteur qui devient un peu stratégique pour nous. Extrêmement important. Extrêmement important, qu'on compare souvent au secteur de l'énergie, qui pourrait, non pas supplanter, mais accompagner, en tout cas en termes de dividendes, le secteur de l'énergie. Et là encore, le président de la République parle d'abord de... sécuriser l'économie nationale avec ce secteur avant de penser à l'exportation des produits transformés, notamment pour le phosphate, ce qui a été évoqué ce soir. Alors effectivement, ces dernières années, l'Algérie a entamé un virage très important, c'est celui de la diversification de l'économie hors hydrocarbures. Et il convient de signaler incontestablement que le dossier des minerais contribue à cette diversification, à cette production hors hydrocarbures. Et je pense que les minerais permettront également de désenclaver certaines régions du pays. On le voit bien avec des projets assez importants et assez stratégiques tels que la construction des chemins de fer. On voit bien que cette ligne Rajbilet jusqu'à Béchar fait partie aussi de cette construction de tout un ensemble qui ne s'arrête pas uniquement à la production hors hydrocarbures, mais ça permet également d'apporter un virage assez important pour développer davantage notre pays, désenclaver davantage certaines régions. Et en parlant d'hydrocarbures aussi, le président de la République a apporté quand même un élément qui est assez saillant, c'est le fait que dans les 5 prochaines années, l'Algérie compte doubler sa production de gaz. L'Algérie est également, comme l'a rappelé le chef de l'État, un partenaire fiable
pour l'Europe en termes d'approvisionnement de gaz. Alors avant d'arriver à cette question du gaz, oui, vous vouliez apporter... Oui, je voulais juste apporter, signaler un élément nouveau, enfin nouveau non, mais un élément souligné par le président de la République. Oui. C'est un élément sur lequel les spécialistes insistent depuis plusieurs années. Le président de la République a clairement dit qu'il n'est plus question d'exporter du pétrole à l'état brut. On gagne plus à faire de la pétrochimie, à faire de la transformation. Et idem pour les minerais aussi. Et idem pour les minerais. C'est pour ça que j'ai cité l'exemple du phosphate. Aujourd'hui, on n'exporte plus des matières premières à l'état brut. On gagne plus à les transformer chez nous avant de les exporter. Aujourd'hui, on peut gagner 5 fois plus, 6 fois plus en faisant de la pétrochimie qu'en étant un exportateur de gaz ou de pétrole net. Alors justement, autour des minerais, aujourd'hui, c'est tout un environnement économique qui peut être créé. Hein. Oui, on parle de terres rares, de minerais rares, et l'Algérie est connue pour avoir une certaine nomenclature de minerais rares quand même dans notre désert, et l'Algérie gagnerait à prospecter, à investir. Pourquoi? Parce que ce sont des minerais qui entrent dans la production de la nanotechnologie, des puces électroniques, de la téléphonie mobile, donc des téléphones portables. On est justement dans une ère post-industrielle et on doit s'inscrire résolument. Donc on commence par les minerais qui sont, disons, disponibles, le fer à garage billet, l'uranium, le président de la République l'a souligné, le phosphate également dans l'est du pays, bien sûr. Donc on est dans une stratégie intégrée de production, de transformation et d'exportation. Donc là, la logique de l'État algérien a changé. Ziad Charfaoui l'a bien souligné, on exportait net, soit le pétrole ou le gaz ou les minerais. Aujourd'hui, on est dans la transformation parce qu'on avait un manque à gagner. On est en train de le combler et le chef de l'État a cité l'exemple des engrais, donc transformer du phosphate. On connaît tous la crise mondiale qui a succédé à l'opération spéciale russe en Ukraine. Donc on voit qu'il y avait une pénurie mondiale d'engrais et la Russie et l'Ukraine sont des producteurs très importants des engrais. On a vu comment l'Algérie pouvait investir, pouvait sortir justement de cette dépendance et également, comme vous le dites, de se placer sur le marché mondial, du moins régional, africain. Voyez-vous, ce qui a été fait en termes de production ferreuse, notamment avec Toysali à Oran, est simplement révolutionnaire. Il faut le rappeler. L'Algérie se place actuellement comme un exportateur assez important de ronds à béton, de ciment, d'acier. Voilà. Et je pense que ça fait partie aussi de cette stratégie importante qui va permettre aussi de diversifier davantage notre économie hors hydrocarbures. Et créer aussi cet environnement ou cette effervescence économique à l'image de ce qui a été fait autour des énergies, enfin des hydrocarbures. Parce que finalement, j'ai envie de dire, c'est un secteur qui se nourrit, qui est intégré et qui est pourvoyeur de croissance. Tout à fait. Et c'est intéressant que monsieur Kateb a parlé aussi d'autres produits comme le coltan, le cobalt et notre pays, le lithium aussi. Et notre pays est extrêmement riche de ses ressources et c'est des ressources assez importantes. Les perspectives sont nombreuses et les potentialités. Voyez-vous, dans ce 21e siècle, ces minerais sont extrêmement intéressantes et importantes pour la production aussi des nouvelles technologies. Ils sont même la nanotechnologie. Un enjeu géopolitique. De géopolitique. Notamment à Gaza et au Congo. Oui. Alors, au Congo, plus particulièrement. Alors, Sami Kaidi, vous aviez évoqué l'énergie, le gaz. Effectivement, le président de la République a affirmé que l'Algérie comptait doubler sa production, avec aussi la création d'un 3e pipe en direction de l'Europe pour exporter l'hydrogène, l'électricité notamment. Alors ça, c'est effectivement une information nouvelle. L'électricité conventionnelle et non conventionnelle envers l'Allemagne et l'Italie
Ça, c'est quelque chose... En passant par la Tunisie. En passant par la Tunisie. Cela contribue aussi au développement de la région. Au moment où on avait beaucoup parlé de la sécurité énergétique, notamment chez nous, par rapport à l'électricité, non seulement on arrive à sécuriser notre consommation électrique, qui est galopante, hein, et on a vu qu'il n'y a plus eu de problème autour de cette consommation, notamment pendant les pics de chaleur. Le défi a largement été relevé. Aujourd'hui, on parle d'exporter. Comment c'est possible? J'aimerais dire que par un travail acharné, par les compétences de nos jeunes compatriotes qui multiplient, j'ai envie de dire, d'initiatives, on a réussi à exploiter finalement toute cette ressource, parce que l'Algérie est riche en ressources naturelles, mais surtout en ressources humaines. Et c'est cette ressource humaine qui, avec brio, a relevé ce défi. Donc il faut rappeler que l'Algérie se place actuellement comme exportateur d'électricité dans un futur proche et d'hydrogène vert, et se place comme pays incontournable en Méditerranée. C'est-à-dire que l'Algérie n'est plus qu'un pivot. Quand on parle d'Algérie comme pays pivot, ce n'est plus un pivot continental, c'est aussi un pivot régional sans qui rien ne peut se faire, et c'est un pays qui permet à la stabilisation de tout un ensemble, l'ensemble méditerranéen, euro-méditerranéen. Il y a aussi, Ahmed Kateb, la découverte de nouveaux gisements aussi, c'est ce qui permet d'optimiser davantage. Oui, d'optimiser notamment. Et grâce aussi à la ressource humaine qui joue aussi... La ressource humaine est indéniable. Voilà. L'Algérie a formé non seulement ses propres pétroliers, mais a formé également les pétroliers du monde arabe et de l'Afrique. Donc, les instituts de Boumerdas ont fonctionné depuis les années 60. Donc, on a une très longue tradition dans la formation de spécialistes en hydrocarbures, de pétroliers, etc. Donc, ce n'est qu'un retour sur investissement que l'Algérie puisse coopérer, se placer par rapport aux Européens, mais surtout par rapport aux Africains. Et le chef de l'État l'a bien souligné par rapport au TSGP, donc le gazoduc trans-Sahara, qui est très important, qui permet la connexion de l'Afrique à l'Europe et permet également de sécuriser l'Europe, mais surtout de mettre l'Algérie, de la placer en tant que hub énergétique au sud de la Méditerranée. Et ça, c'est d'un point de vue géopolitique très important et primordial, parce que l'Algérie devient la clé qui permettra justement la sécurité énergétique de l'Europe. Et ça, c'est très important. Ce qui crée une interdépendance entre l'Afrique du Nord, l'Algérie particulièrement, et les pays du Sahel, mais surtout le sud de l'Europe et même le nord de l'Europe. Mais le président a parlé aussi de la nécessité de ne plus dépendre du baril de pétrole. Et il a encore une fois souligné l'utilité, l'importance, la nécessité d'avoir une économie diversifiée qui ne repose pas uniquement sur un seul paradigme. Mais d'après ce qu'on a entendu ce soir, c'est quelque chose qui est en train de prendre forme. C'est bien cela? Oui, effectivement. Alors, on a parlé de sécurité hydrique avec l'installation d'un chapelet de stations de dessalement de l'eau de mer au niveau du littoral. Nous avons parlé de sécurité alimentaire avec la production de blé dur. Nous avons parlé de sécurité nationale. Bon, on parle aussi de sécurité énergétique. Donc, ce sont tous ces éléments-là qui peuvent faire d'un pays, qui peuvent donner une importance géopolitique à un pays. Donc, effectivement, c'est une dynamique intéressante qu'il va falloir accompagner, encourager pour qu'elle puisse durer dans le temps. On va passer à tout autre sujet, Sami Kaidi. Un mot a été dit sur le dialogue politique qui devrait se concrétiser fin 2025, début 2026. On n'en sait pas plus. Le président de la République a parlé, là encore, de conscientisation des Algériens vis-à-vis de leur environnement politique et social, ce qui... on peut le deviner, place la barre très haut en termes d'exigence vis-à-vis de l'élite politique. Il a parlé aussi de l'émergence d'une nouvelle élite politique. Mais on ne sait pas comment tout cela va se décanter finalement
Il y a eu des rencontres avec de certains partis, avec chefs de parti, avec le président de la République. Politique. Mais qu'est-ce qui est attendu précisément de ce dialogue politique? Alors le chef de l'État parle d'un dialogue politique franc, sans tabou, et qui a pour objectif, ça c'est important de le souligner, la transmission du flambeau à la jeunesse. C'est-à-dire que le président de la République a rappelé l'impérieuse... Vous pensez que c'est le point focal de ce dialogue politique? C'est un des points importants, car le président de la République, outre le fait qu'il a cité, bien entendu, un dialogue direct, global, sans tabou, il rappelle régulièrement l'importance de la jeunesse en politique, de son engagement en politique, et lors de son entretien qui vient de se dérouler il y a quelques minutes, le président Tebboune a rappelé qu'il a pour objectif de transmettre à la jeunesse le flambeau, et je pense que c'est par la conjugaison de l'ensemble des efforts que l'Algérie va davantage se fortifier avec ce dialogue, parce que nous allons renforcer le front intérieur, un front extrêmement intéressant lorsque l'on sait que le monde vit des soubresauts et des menaces constantes. Vous savez bien que la scène géopolitique mondiale est en pleine mutation, et il faut, dans ce contexte-là, dans ce sillage-là, il faut renforcer davantage le front intérieur, et les Algériens et Algériennes répondent présents et relèveront incontestablement ce défi. Justement, oui. Alors, une petite parenthèse. 2026, ça sera le centenaire du programme de l'étoile nord-africaine. C'est un programme qui a tracé la voie de tout le mouvement national, de la proclamation du 1er novembre et de toutes les politiques publiques après l'indépendance. C'est-à-dire la nationalisation des terres, des forêts, des mines. C'est pas tellement une coïncidence. Non, ce n'est pas une coïncidence. Donc on est dans une continuité. Le chef de l'État parle de passation de flambeau aux jeunes. Donc il y a ce passé glorieux. Donc on est dans un passage à témoin, entre les différentes générations qui ont fait l'Algérie, qui luttaient politiquement pour son indépendance, puis après 1954, durant la Révolution, qui luttaient militairement et diplomatiquement pour le recouvrement de la souveraineté nationale, et qui, après l'indépendance, a lutté pour bâtir l'État national algérien. On est dans une continuité très importante. Et là, il faut relever cette coïncidence heureuse entre le programme de l'étoile nord-africaine et alors le lien, attendez, Sami Kaïdi, le lien, on peut le faire ce soir, il est très intéressant effectivement, mais est-ce qu'à travers ce dialogue politique et, comme le dit Sami Kaïdi, la volonté de rendre plus accessible l'univers ou l'environnement politique aux jeunes, c'est aussi dire qu'il y a la volonté de l'État de renouer entre les jeunes et la politique, la société en général. Parce qu'il y a une déconnexion aujourd'hui, ça ne passe plus, tout simplement. Pardon Zine, c'est pas que ça ne passe plus. Il y a des intérêts mondiaux. Donc c'est sociologique, hein. Ce n'est pas tributaire à l'Algérie. Comment on explique la montée du populisme ailleurs? Donc on est dans une désaffection des jeunes par rapport aux faits politiques, par rapport à l'action politique. Et là, je pense que le président de la République a tout à fait raison de dire qu'il faut renouer le dialogue et qu'une nouvelle élite émerge. Et que les jeunes parlent aux jeunes, que de nouveaux entrepreneurs émergent. Et c'est très important comme démarche. Et moi, je pense qu'il a prononcé quelque chose. Le président de la République a prononcé une expression extrêmement intéressante. Il a parlé de la reconstruction de la confiance entre les gouvernés et les gouvernants. Alors et le président de la République a donné des pistes très concrètes. Alors, il a parlé de l'augmentation de l'allocation chômage bientôt. Je pense que c'est un peu le scoop de la soirée. Mais c'était déjà un engagement qui avait été pris. C'était un engagement. Alors, l'Algérie, comme pas mal de pays de la région et un bon nombre de pays dans le monde, l'Algérie est confrontée à un bon nombre de défis. Mais aujourd'hui, semble-t-il, le défi le plus important, le président a parlé de 250 000 diplômés chaque année, universitaires. Alors, mais il n'y a pas que les universités qui sont des diplômés, on a des gens qui sortent des centres de formation, etc. Aujourd'hui, le défi, c'est le plein emploi. Aujourd'hui, il faut bâtir une économie capable de produire de l'espoir et de l'emploi aux jeunes.
C'est extrêmement important. De richesse. Une économie donc la confiance par d'abord l'emploi, par reconstruire la confiance à travers déjà une économie plus robuste, plus forte, et ce qui fera investir finalement les jeunes dans la sphère politique. C'est extrêmement important. On va un petit peu avancer vraiment rapidement. En une phrase. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce dialogue national ne tombe pas du ciel, mais coiffe, j'ai envie de dire, une série de réformes que le chef de l'État a entrepris depuis son accession à la magistrature suprême. Il faut rappeler aussi qu'il y a eu des lois pour... Réformes institutionnelles, voilà, des réformes institutionnelles, notamment pour lutter contre le nomadisme politique, pour des organes aussi plus représentatifs, avec plus de femmes, plus de jeunes, plus d'universitaires. La moralisation de la vie politique. Et cela vient apporter finalement cette cerise sur le gâteau des réformes. Ce ne sera peut-être pas la fin, c'est peut-être un chantier qui est en permanence en construction, en rénovation, et c'est jamais terminé finalement. Il y a effectivement une demande de dialogue. Donc il y a une... La demande, elle est là, il faut la satisfaire, il faut surtout aller en direction des jeunes qui constitueront les élites de demain. Et demain se prépare aujourd'hui. Et d'aujourd'hui aussi. On va passer aux questions géopolitiques avec vous, Ahmed Kateb. La réunion tripartite avec la Tunisie et la Libye a été évoquée. Et à propos de cela, Abdelmajid Tebboune a parlé en substance, je vais le dire, de la construction finalement d'un espace maghrébin, ou celui du Maghreb, où il y a la concertation aujourd'hui, une concertation très forte avec notamment le voisin de l'Est, la Tunisie, avec la Mauritanie également. Il parle de relations extrêmement amicales, où il y a des accords et des partenariats intéressants avec ce pays également. Mais on sait que cet espace est aujourd'hui miné par une relation empoisonnée avec notamment le Maroc, relation impossible aujourd'hui entre nous et le Maroc. Comment justement évoluer, même si le président de la République a parlé d'une construction sans exclusion des pays de la région? Si un pays s'est exclu, c'est bien le Maroc, en nouant des relations stratégiques avec l'entité sioniste et en poursuivant sa politique de colonisation du Sahara occidental. Donc le Maroc s'exclut de fait d'une dynamique constructive. Et là, on comprend pourquoi le président de la République dit nos consultations ne sont pas exclusives par rapport à une partie tierce. C'est-à-dire, c'est à cette partie de se conformer à la légalité internationale, d'être au diapason. C'est ça le préalable. Tout à fait, d'être au diapason avec les relations de bon voisinage qui excluent justement des accords stratégiques avec une entité sioniste génocidaire dans la bande de Gaza. Et là, le président de la République parle d'une entente parfaite avec la Tunisie, de discussions périodiques avec le président du Conseil libyen et avec des relations denses et très amicales avec la Mauritanie. Et on voit qu'il y a une sorte de Maghreb moins. On est un Maghreb à 3, peut-être à 4, mais le Maghreb ne sera complet que s'il sera à 6. Et c'est ça l'objectif, à terme, de toute cette dynamique de construction. Le chef de l'État parle de l'AES, parle de la CEDEAO, des autres ensembles régionaux en Afrique. Et finalement, c'est le seul espace qui n'arrive pas à s'organiser. Le chef de l'État déplore ce non-Maghreb stratégique qui est extrêmement coûteux. Ce non-Maghreb impossible, aujourd'hui. Impossible du fait d'une politique belliqueuse, belliciste du Maroc. Donc, et ce n'est pas impossible par rapport aux autres pays. Et pas seulement en direction d'Algérie. Cet accord ou ce partenariat avec l'entité sioniste, l'entité génocidaire aujourd'hui, fait du Maroc une sorte de paria aujourd'hui régional. C'est un paria régional et c'est un État qui s'exclut lui-même de toute conformité avec la légalité internationale. Moi je pense qu'il ne faut pas se cacher derrière les mots. Il faut partir d'un constat. Le constat est clair, l'UMA est en panne. L'UMA est en panne et on ne peut pas se contenter de faire le constat et de regarder les choses dépérir ou péricliter. Alors, face à cette panne, l'Algérie a pris l'initiative. Le président de la République a prononcé « c'est un espace à réencadrer ». Alors,
Il a bien dit que c'était l'Algérie qui orchestrait un petit peu la dynamique de concertation. Il faut bien trouver entre-temps une alternative à cette UMA qui est moribonde, qui est en panne, et qu'il va falloir un jour ou l'autre, à laquelle il faut trouver une alternative. Pour le moment, on a un cadre informel qui réunit 3 pays, qui sont l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Pourquoi il est important aujourd'hui? Pourquoi ce cadre informel est important? Parce qu'il y a des défis communs à tous les pays. Vous avez des défis sécuritaires, vous avez des défis frontaliers, vous avez des défis économiques, etc. Et ce sont autant de questions qui requièrent des consultations, j'allais dire régulières, quotidiennes, et entre les responsables, les plus hauts responsables des trois pays. Mais aujourd'hui, alors l'espace maghrébin est à recréer, il est à repenser, parce qu'il y a une forte aspiration de tous les peuples maghrébins à créer un espace intégré. Intégré pourquoi? Parce que vous avez les peuples, c'est pratiquement la même culture, la même religion, les mêmes défis. Un jour ou l'autre, il va falloir repenser cet espace pour qu'il soit au bénéfice des peuples de la région. On va un petit peu avancer aussi sur la question de la profondeur africaine d'Alger. Alger qui a réinvesti cette profondeur justement à travers divers événements, notamment avec le poste de vice-présidente de la Commission africaine qui a donc été raflé par une diplomate algérienne très de renom. Le président de la République dit que Alger est un pays panafricaniste avant tout, la création de zones franches avec les pays africains. Je les donne un peu pêle-mêle, hein, l'ouverture de banques, de succursales de banques dans les pays africains, l'ouverture de lignes aériennes aussi, la présence du chef de l'État dans les forats africains, la transsaharienne, le gazoduc, on en a parlé, la fibre optique, les ports secs, notamment avec le Niger et le Mali, et ce qui constitue un peu le désenclavement de ces pays vers la Méditerranée. Tout ça constitue finalement une politique réfléchie d'Alger en direction de l'Afrique. Et si on entrait un petit peu dans le détail, Ali Majid Tebboune a parlé ce soir du Mali, avec lequel les relations étaient compliquées ces derniers temps. Et il dit, nous ne sommes pas dans l'immixtion des affaires maliennes. Si le Mali veut renoncer aux accords d'Alger, il est libre évidemment de le faire. L'Algérie n'est pas là pour interférer dans les affaires de ce pays, frère et ami. Tout à fait. La politique algérienne est extrêmement claire. L'Algérie refuse toute ingérence dans ses affaires intérieures et dans les affaires intérieures des autres nations. L'Algérie a toujours accompagné avec une politique volontariste les autres nations sans s'ingérer. Les accords d'Alger, il y en a eu 4 depuis 1990. Et l'Algérie est toujours restée à équidistance. Et apporte sa volonté pour des médiations, que cela soit au niveau régional mais aussi international. Et effectivement, il est tout à fait naturel que l'Algérie rappelle aujourd'hui qu'elle ne s'ingère aucunement, que les frères maliens sont totalement souverains chez eux, mais que l'Algérie tend sa main. Et ce n'est pas une chose de nouveau, parce qu'on a parlé de retour, mais il s'agit d'un redéploiement de l'Algérie en Afrique, car l'Algérie n'a jamais abandonné le continent. L'Algérie, depuis, j'ai envie de dire, même avant l'indépendance, elle a toujours été présente pour le continent africain en affichant une politique extrêmement panafricaine. D'ailleurs, il faut rappeler que l'Algérie a soutenu pas moins de 14 mouvements de libération nationale sur le continent africain. Il y a aussi à rappeler que Alger a un stade qui porte le nom de Nelson Mandela. C'est un joli symbole. Et d'ailleurs, Nelson Mandela avait effectué sa première visite hors Afrique du Sud, à Alger. Alors, je voudrais qu'on reste, Ahmed Kateb, sur la question du Mali. Et le président de la République a aussi évoqué le Niger, d'ailleurs, un peu dans le même esprit. Et il dit donc que l'Algérie accompagne ces pays dans leur crise. Et finalement, c'est une tradition, diplomatique. Quel a été le message, selon vous, ce soir, du président de la République, en direction de ces deux pays? A parlé à plusieurs reprises de panafricanisme. Il a même dit, nous sommes dans un panafricanisme total. Et ça, c'est fort. Étant donné que les pays de l'AES s'inscrivent dans cette vision panafricaine de néo-souverainisme, etc., donc le président de la République leur tend la main et leur dit, on est sur la même longueur d'onde. S'il y a eu des interférences
dans un passé pas très lointain, ce ne sont que des petites interférences, parce que l'essentiel est là. On est panafricain de nature, dans notre ADN. Nous n'avons pas d'a priori dans nos relations avec nos frères et voisins. Une africains. relation bienveillante, en fait. L'Algérie fait partie de l'Afrique. L'Algérie ne se trouve pas en Et justement, Europe. il parle d'une partie, il ne l'a pas dit clairement, mais qui ne fait pas partie de l'Afrique et qui perturbe Tout à fait. ces relations aujourd'hui. Il a qualifié cette partie, le troisième larron. Troisième larron, mais le plus important, c'est qu'il y ait cette profondeur historique dans la relation entre l'Algérie et le Niger et l'Algérie et le Mali. Pourquoi? On a un peuple en commun. Nous avons des liens qui se tissent au quotidien. Des liens de sang. Il y a le président de la République a parlé de troc. Auparavant, lorsqu'il a dit nous importons du bétail de l'Afrique, donc il y a ce troc. On est dans la logique de la Siha, des zones franches. On est dans une logique d'interconnexion entre les Algériens, les Maliens et les Nigériens. Nous sommes, disons-le clairement, condamnés à vivre ensemble et condamnés à s'entendre. Ce troisième larron qui entend perturber des relations pérennes et historiques n'y arrivera pas, parce qu'il y a déjà des projets structurants. Le TSGP, la dorsale de fibre optique, il y a également la transsaharienne, c'est très important. Et j'ouvrirai une parenthèse. On est actuellement dans une géopolitique mondiale de corridors. Le meilleur corridor pour désenclaver les pays du Sahel n'est autre que la transsaharienne. Et là, il faut savoir, le Togo vient de signer une convention d'interconnexion douanière avec le Mali, le Burkina et le Niger, donc avec les pays de l'AES. Mais une marchandise qui démarre de Djenjen dans le même jour qu'une marchandise qui démarre de Lomé, la capitale du Togo, mettra plus de temps à arriver au Mali et au Niger à partir de la Méditerranée, donc d'Algérie, que de remonter du golfe de Guinée. On est dans une logique de corridor géopolitique. L'Algérie doit profiter de ce gain stratégique, de sa position, pour pouvoir aider, tendre la main et être là avec ses frères et voisins maliens et nigériens. À cela s'ajoutent aussi les projets nouveaux tels que finalement l'ouverture des banques algériennes en Mauritanie et au Sénégal. C'est la première fois que cela se produit depuis l'indépendance du pays. Il y a aussi l'ouverture des lignes maritimes qui à destination également de la Mauritanie et du Sénégal, et une autre route non moins stratégique qui est celle de Tindouf, Zouérat, et qui reliera en l'occurrence... C'est dans la logique des corridors dont on parle justement. Et qui reliera somme toute l'Algérie à l'Afrique de l'Ouest. On va passer à la question de la Ligue arabe. Et le président de la République a dit ce soir que l'Algérie finalement réclamait depuis très longtemps la réforme de cette institution panarabe. Mais le problème aujourd'hui se pose avec la question palestinienne, évidemment, abandonnée par je ne sais pas si c'est la majorité, mais en tout cas un grand nombre de pays arabes qui auraient pu éviter aujourd'hui ce génocide à Gaza et cette tentative de nettoyage ethnique en Cisjordanie. Donc la question palestinienne reste pour nous, et ce soir le président l'a dit, très importante, la question palestinienne, mais il a parlé de ces rencontres exclusives un petit peu qui donc ne permettaient pas une concertation globale sur la... Quel est le problème aujourd'hui? Pourquoi l'avis ou l'opinion d'Alger ou le soutien d'Alger en direction des Palestiniens ou sur la cause palestinienne n'est pas forcément le bienvenu? Si vous me le permettez, j'aimerais juste faire une petite digression par rapport au Mali. Je n'ai pas eu le temps de donner mon avis. Alors on parle des accords d'Alger, c'est juste une précision, mais ce sont les accords de la communauté internationale. C'est vrai que l'Algérie y a beaucoup investi de temps, d'argent, d'expertise, de diplomatie, mais ce sont les accords de la communauté internationale. Parenthèse fermée. Les propos du président de la République concernant la Ligue arabe, je crois que le président de la République a dit ce que tous les Algériens pensaient de cette structure. C'est une structure qui est un peu comme l'UMA, qui est bloquée.
et qui ne répond plus maintenant aux défis qui se posent au monde arabe. Un peu comme toutes les institutions internationales d'ailleurs. Non, la Ligue arabe est plus ancienne que l'ONU. Un peu plus ancienne que l'ONU. Oui, mais en termes d'inefficience. La Seconde Guerre mondiale. En termes d'inefficience, elles se valent toutes en ce moment, les institutions internationales, notamment face à ce génocide. Oui, alors l'handicap qui a atteint la Ligue arabe se manifeste par, ou se traduit par son incapacité à prendre en charge le problème palestinien ou le conflit palestino-israélien. C'est un problème sur lequel la Ligue arabe a complètement séché. Donc aujourd'hui, il est nécessaire justement de s'interroger sur le devenir de cette Ligue, de cette structure. De cette structure. Les relations avec l'Europe, le président de la République a parlé de l'Italie comme un pays avec lequel les relations sont extrêmement paisibles, basées sur le respect mutuel, un pays qui, dira Majid Tebboune, nous a soutenus dans les moments les plus difficiles de notre histoire moderne. Il a parlé aussi de l'Allemagne, de l'Espagne, avec lequel les relations se rétablissent peu à peu, après une brouille qui a duré un certain temps. Mais la France, les relations avec la France, ce soir, le président de la République a fait une déclaration disant que finalement, le repère, aujourd'hui, notre repère, il a dit, était le président de la 5e République de la France. Ça reste le président Emmanuel Macron. Qu'est-ce que cela nous dit ce soir sur les relations algéro-françaises? Alors, le président de la République a été très bref par rapport à ce chapitre. Il a parlé de cafarnaum politique, déjà pour qualifier un petit peu l'hystérie anti-algérienne. Et surtout, il a placé le curseur, l'interlocuteur unique de l'Algérie et le président Macron. Pourquoi? Ou la personne qui l'aura désigné. Ou la personne qui l'aura désigné, c'est-à-dire son ministre des Affaires étrangères. Pourquoi? Parce que selon la constitution de la 5e République française, la diplomatie est un domaine régalien du chef de l'État. Donc, le seul avis qui soit juste, qui porte, qui est pris en considération est l'avis du président de la République ou de son ministre des Affaires étrangères s'il lui délègue ce chapitre. Donc tout ce qui n'est pas dit par le président de la République et le ministre des Affaires étrangères est considéré pratiquement comme nul et non avenu. Ça, c'est clair. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a clarifié cette question, reléguant cette hystérie anti-algérienne au rang de cafarnaum politique. Oui. Donc, ça reste une agitation à des fins électoralistes où certains responsables veuillent se tailler un costume qui est plus ou moins plus grand que leur taille réelle. Sami Kaïdi, est-ce que ça peut vouloir dire aussi que le président de la République rassure un petit peu sur l'avenir des relations algéro-françaises, malgré ce brouhaha? Il a parlé de brouhaha, de cafarnaum politique, et en disant que le président français était finalement un repère avec la personne qu'il désignerait. Peut-être qu'il y a des discussions, il y a très certainement des discussions dont nous ne sommes pas au fait, mais il a voulu nous dire ce soir que les relations peuvent s'améliorer et que cette agitation pourrait passer. On pourrait comprendre la chose comme ça? Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que le président de la République a placé effectivement le curseur, je suis entièrement d'accord. Le seul interlocuteur est le président français Emmanuel Macron. Et le président Tebboune a rappelé aussi que c'est le ministre des Affaires étrangères, donc M. Attaf, qui est chargé aussi pour la partie algérienne, de mener d'éventuelles discussions pour aplanir les différends. Et je pense que cela intervient quelques heures après que plusieurs médias français ont révélé des dissensions au sein du gouvernement français. Le président Macron serait apparemment extrêmement insatisfait des immixtions de M. Retailleau dans le domaine réservé du président de la 5e République française, qui est en fait les affaires étrangères, et particulièrement aussi le dossier des relations avec notre pays. Zine Chafaoui, est-ce qu'il y a pu avoir des garanties que les relations, que cette agitation cette hystérie allait se calmer et qu'on allait passer un vrai dialogue diplomatique? Alors
Depuis le début. Alors, le discours du président de la République sur les relations algéro-françaises est un discours qui est empreint de retenue. C'est un discours aussi qui fait la part des choses. Le président de la République a clairement dit que l'Algérie n'avait rien contre le peuple français. Une grande partie du peuple français n'a absolument rien à voir dans cette campagne ignominieuse, odieuse qui est menée contre le peuple algérien. Et il a laissé effectivement la porte ouverte à un règlement civilisé des différends qui pourraient exister entre l'Algérie et la France. Moi, je pense que c'est le principal message à retenir du discours du président de la République. Donc la voie diplomatique pourrait reprendre son cours et éteindre tout ce contentieux créé de toutes pièces, comme le dit Abdelmadjid Tebboune ce soir. Effectivement, bon, il y a entre l'Algérie et la France d'abord des flux humains extrêmement importants. Nous avons une communauté, le président de la République a clairement dit que l'Algérie n'abandonnerait jamais sa communauté établie en France. C'est une communauté forte au moins de 3 à 4 millions d'âmes. C'est quelque chose d'extrêmement important. Il y a des rapports économiques, des rapports humains, des flux extrêmement importants. Bon, donc on ne peut pas imaginer aller vers une impasse totale. Oui, mais même au plan, il est extrêmement important de souligner que vous avez deux grands pays de la Méditerranée occidentale. Il y a une zone de prospérité partagée, ou du moins il y a une zone qu'il va falloir construire. Cette zone ne peut pas se construire sans l'Algérie, comme elle ne pourrait pas éventuellement se construire sans la France. Et ça, il y a beaucoup d'hommes politiques français actuellement extrêmement sensés qui sortent de leur silence et qui justement rappellent cette logique ou cet état de fait. Le président de la République a parlé des amis de l'Algérie et il a cité le cas du journaliste Apathy qui d'ailleurs a été victime aussi de sa... Il a parlé d'atteinte à la liberté d'expression finalement, dont la France se porte souvent garante et invective les autres pays de ne pas justement la respecter. Ahmed Kateb, à propos des officiels français qui se sont rendus donc, dans la capitale du Sahara occidental occupée, de la République sahraoui occupée, là il a parlé du caractère, et c'est ce qui dérange finalement, et c'est ce qui perturbe aujourd'hui entre autres les relations algéro-françaises, c'est ce caractère ostentatoire du soutien aux thèses illégales, il faut le rappeler, thèses marocaines sur le Sahara occidental. C'est ce qui pose problème. C'est ce que peut-être la France ne comprend pas aujourd'hui, aveuglée par son soutien ou son amitié avec le Maroc qui ne dérange pas l'Algérie, mais c'est ce caractère un peu provocateur. Alors, le président de défi à la légalité internationale. Oui, le président Tebboune a utilisé cette phrase. Nous ne sommes pas dupes. Mais nous ne sommes pas dupes. Nous savions que l'histoire de l'autonomie est une histoire française, est une création française qui a été vendue au Maroc pour qu'il puisse perpétuer sa colonisation du Sahara occidental. Donc l'Algérie connaît bien l'histoire, le sait très bien. Maintenant, ces visites de type ostentatoire sont des visites pour prouver peut-être au Maroc que la France est là et que la France est un soutien, entre guillemets, indéfectible au Maroc. C'est tout. Le président de la République l'a dit, les deux pays, la France et le Maroc, entretiennent d'excellentes relations dès avant même l'indépendance de l'Algérie. Et le message est clair, le message est fort. Cela sous-entend que l'indépendance dans l'interdépendance, telle que concédée en 1956, en mars 1956, au Maroc, a bien fonctionné et continue à bien fonctionner. On est dans cette même logique de type de relations inégales, verticales, nord-sud, de suzeraineté et de sujets. Donc, pour résumer, les Français sont actuellement les garants de la stabilité du royaume. Et ça, c'est clair. Toutefois, le droit international est clair.
l'entreprise coloniale du Maroc au Sahara occidental occupé est une violation claire, nette et précise du droit international, de la Charte des Nations Unies, et elle a également récemment été condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne. Mais une chose est certaine, c'est que... On terminera là-dessus. Oui, alors la crise diplomatique entre l'Algérie et la France, quand bien même demain les deux pays reprendraient langue, ou normaliseraient leurs relations, je pense que ce qui vient de se produire va laisser des traces et il y aura quand même une crise de confiance qui sera très probablement durable entre les deux pays. Donc ce ne sera pas évident de rétablir... les choses pourront se rétablir, mais il y aura quand même une crise de confiance. Zine Cherfaoui, je vous remercie d'avoir donc répondu ce soir présent à notre invitation. Ahmed Kateb, politologue, merci à vous également d'avoir été avec nous. Sami Kaidi, également consultant de Canal Algérie. Même chose pour Zine Cherfaoui. Merci beaucoup de nous avoir suivis ce soir. Je vous dis excellente suite des programmes et à bientôt. Au revoir.